Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Salut à tous et Hanouka Sameach à tous nos auditeurs, je suis David Saba et je vous présente notre émission hebdomadaire Sommet 67 depuis Israël. Nous venons de commencer cette magnifique fête de Hanouka qui célèbre l'indépendance juive sur Israël après qu'une poignée de juifs de la famille des Maccabim ont combattu et repoussé l'armée grecque dirigée par Antiochus IV, dit l'Épiphane. Israël, comme vous y étiez justement pendant cette demi-heure où nous allons retrouver notre chroniqueur Uri Levy, enfin, le revoilà parmi nous, et qui va nous parler des attaques ciblées de terroristes par Israël. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans un court instant. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Valérie Alphon, conseillère en budget, qui va nous donner quelques conseils pratiques pour gérer ses dépenses, mais aussi déconstruire les clichés sur la vie chère en Israël et nous aider à savoir comment donc vivre en Israël avec un salaire moyen. Sans plus tarder, Sommet 67 commence maintenant. Et dans une actualité très chargée ces derniers temps, j'ai laissé le soin à Uri Levy de choisir le sujet qu'il souhaitait évoquer. Je te laisse la parole. Salut Uri. Salut David, chers auditeurs, bonjour. Le choix de ma chronique de cette semaine ne se fit pas sans peine. Alep, Daesh en action, le Christkindlesmeerik, marché de Noël et ses brédeleux, tant de sujets si joyeux et féeriques. J'ai finalement opté pour un sujet léger en cette approche des fêtes de fin d'année, les exécutions ciblées de terroristes. جاهز بس في عنا محطة واحدة لازم نوقف عندها. أي محطة؟ اسم توفيق الحامد بيعني لك إشي؟ الفاعل. Yahya Ayash. Ce nom, chers auditeurs, vous dit très certainement quelque chose, ou pas. Il fut l'artificier et l'un des principaux chefs de l'aile militaire du Hamas, les brigades Izz al-Din al-Qassam. Il fut rapidement surnommé l'ingénieur par les services israéliens, ses études d'ingénierie électrique de l'université de Birzeit et les nombreux engins explosifs meurtriers qu'il a confectionnés aidant au choix d'un tel surnom. Yahya Ayash fut responsable de la mort de dizaines d'Israéliens. Il était le terroriste ayant fait le plus de victimes de l'histoire de l'État d'Israël. Quand Shimon Peres devient Premier ministre, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin en novembre 1995, l'ingénieur devient sur ses ordres la cible numéro 1 de l'État juif, l'homme à abattre. Le prince vert, Mossab Hassan Youssef, un agent des services israéliens originaire du Hamas, va être d'une aide précieuse dans cette liquidation. La machine de l'ombre se met alors en marche. Une première tentative échoue. Une deuxième opération est mise en place et le 5 janvier 1996, l'ingénieur répond à un coup de fil auquel il n'aurait peut-être pas dû répondre. Son téléphone, acheminé par le prince vert, contenait une charge suffisante pour mettre fin à ses jours. Il décroche donc et la suite, eh bien, je laisse votre imagination hollywoodienne faire le travail. Bon, d'accord, je vous aide. Il est seul chez lui à l'étage, décroche, un expert valide la reconnaissance de voix et un officier de terrain appuie sur un petit bouton. Les personnes présentes au rez-de-chaussée n'entendront rien. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'ils s'en rendront compte. Le Shabak, acronyme de Shirut Bitachon Klali, signifiant service de sécurité générale, les services intérieurs d'Israël, avait frappé. Nous sommes cette fois-ci en Tunisie, presque 21 ans plus tard. Jeudi dernier, à Al-Ain, près de Sfax, charmante ville balnéaire tunisienne, le corps de Mohamed Al-Zawari, ou A-Zawari, est retrouvé sans vie dans sa voiture. Il venait de sortir de chez lui. Mais qui est au juste ce A-Zawari? Originaire de Sfax, âgé de 49 ans, lui aussi ingénieur, tiens, coïncidence? Je ne crois pas. A-Zawari était Mister Drone de l'organisation terroriste palestinienne Hamas au contrôle à Gaza. Il avait également aidé le Hezbollah à améliorer ses drones au Liban et en Syrie. Jeudi dernier, le 15 décembre, il sort de chez lui, se rend dans son garage, monte à bord de sa voiture et croise la mort. 6 balles lui seront logées dans le corps. 2 dans le cœur, 2 dans la nuque, puis 2 dans la tête. 2 pistolets silencieux seront retrouvés sur les lieux de l'assassinat. Une mort tellement professionnelle que l'identité de ses auteurs a tout de suite intrigué la presse internationale. Le gouvernement tunisien
a lui-même sur le champ déclaré qu'une organisation étrangère est à l'origine de cette opération. Plusieurs suspects tunisiens ont été arrêtés, mais cela n'a rien donné. 2 suspects non tunisiens ont réussi en revanche à quitter le territoire. Un assassinat tellement chirurgical, si professionnel, suivi d'une exfiltration du pays cible, digne du modus operandi des tueurs les plus redoutables du Mossad israélien. Pendant ce temps, en Israël, un silence de mort règne à ce sujet. Un constat évident s'impose, il ne fait pas bon être arabe et ingénieur. Merci beaucoup Uri pour cette chronique et pour ces rappels de faits toujours aussi passionnants. Et pour se remettre de nos émotions, rien de mieux qu'une pause musicale. Et puisqu'on est en pleine fête de Hanouka, je vous propose une musique de Hanouka revisitée. חנוכה מתגשם תגילו בשמחה ממלאים את ליבנו לילה ביום סביבוננו יסוב סוג זניגות נוכל גם לרוב העירו הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים נר לי, נר לי, נר לי דקי בחנוכה נרי ידליק בחנוכה נרי יאיר בחנוכה שירים השיר אמי נתנה לדיבה לי לדיבה חמה ומתוקה לביבה חמה מתוקה יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם לכבוד חג החנוכה באנו חושך לגרש בידינו אור באש כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן סורה חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני האור. Et nous sommes en plein mois de décembre sur la place du Kikar de Natania à l'extérieur et je suis en présence de Valérie Alphon, conseillère en budget. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette interview pour Radio Judaïka Strasbourg. Je voulais revenir d'abord avant de parler du vif du sujet, que vous nous refassiez un rappel de votre parcours. Alors moi j'ai fait mon Aliyah il y a 25 ans à peu près de Paris. J'ai une maîtrise de gestion de l'université Paris-Dauphine et ça fait quelques années que j'aide les gens à gérer leur budget. Alors au départ, j'ai commencé à faire ce métier par le biais d'une association qui s'appelle Paamonyme et qui aide les familles en difficulté financière à s'en sortir. Et je suis toujours bénévole au sein de cette association et j'aide en fait les familles monoparentales en fait, pas forcément francophones. Et puis donc depuis quelques années, je suis conseillère en budget, donc j'ai des gens qui viennent me voir, entre autres en privé, et qui souvent des Olim. Souvent au bout de 2-3 ans d'Aliyah, ils ont parfois mangé leurs économies et puis ils se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un travail de fond à faire, mais dès que les gens arrivaient en Israël, et même au mieux avant même de faire leur Aliyah. D'ailleurs, c'est ce que je fais de temps en temps, puisque je fais aussi partie des salons de l'Aliyah en tant que justement représentante de l'association Paamonyme. Et là, j'aide les gens à préparer un budget prévisionnel avant de faire leur Aliyah. Donc ça, c'est ce que je fais, mais bon... et puis, même si j'ai qu'un quart d'heure pour le faire, mais donc c'est très important avant de faire son Aliyah, d'avoir un petit peu des chiffres en tête. Quand on fait son Aliyah, c'est aussi très important, et je fais aussi en coopération avec les mairies, de participer à des ateliers de gestion de budget
où j'apprends aux gens à comprendre leurs factures. Vous tournez dans toutes les villes d'Israël pour le public francophone. Dans beaucoup de villes francophones. Cette année, j'ai été à Jérusalem, Netanya, Tel Aviv, Hadera. Vous avez fait du pays. J'ai fait du pays, ouais, bientôt Ashdod. Enfin bon, oui. Donc c'est vrai que je suis très présente parce que en fait les gens sont très en demande, les Olim sont très en demande de ces ateliers parce que ils se rendent bien compte que pour s'en sortir aussi en Israël, il faut savoir gérer un budget. Et comment on fait? En plus, quand au début on n'a pas la langue. Et c'est là où ces ateliers de gestion de budget interviennent. D'ailleurs, vous partagez quasiment quotidiennement sur Facebook des conseils aussi pour gérer son budget, n'est-ce Oui, pas? tous les jours, un truc par jour pour gérer son budget. C'est assez incroyable parce qu'il y a une vraie communauté qui s'est formée. D'ailleurs, les gens me disent vos conseils quotidiens nous aident chaque jour, etc. Et moi, j'en suis ravie. Parce que voilà, on peut me trouver sur Facebook, Valérie Alphon, HALFON, et c'est un ciel bleu. Et je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Et c'est vrai que les gens se rendent compte à quel point c'est important parce que, entre autres, parfois ils ne retrouvent pas les salaires qu'ils avaient en France. Donc c'est aussi comment on fait pour faire correspondre nos nouveaux revenus et notre niveau de vie. Parfois le niveau de vie doit changer, on doit réduire son niveau de vie. Parfois non, ça dépend aussi de combien on gagne, et ça dépend aussi de dans quelle ville on habite. Il y a quelque chose, une idée reçue certainement, et je voudrais qu'on en parle, appuyer le point dessus, c'est que quand on est jeune, enfin moi j'ai par exemple 28 ans, mais quand même on est dans cette tranche de 20-30 ans, on a l'impression que le budget et la gestion de budget ce serait pour plus tard, et c'est là où on fait finalement une erreur, je pense. Ah complètement, parce que d'abord tout ce qui a trait à la retraite, il faut s'en occuper, alors plus on s'en occupe tôt et mieux c'est. Parce que y a des frais de gestion, tout ça. C'est aussi des habitudes à prendre, des bonnes habitudes à prendre. Là, je vais vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur. C'est justement les jeunes, parce que y a un phénomène que je vois ces derniers temps. Des jeunes couples qui ne s'en sortent pas au niveau du budget. Maintenant, la raison, d'après moi, c'est que très souvent, ces jeunes ont l'habitude de dépenser ou de consommer. C'est-à-dire que, les parents les ont aidés quand ils avaient 15, 16, 17, enfin quand ils étaient jeunes, ils étaient ados dans leur famille. Et donc, ils ont pris l'habitude de recevoir donc, l'argent des parents ou de travailler. Très bien, tant mieux, mais de dépenser tout ce qu'ils gagnaient. Donc on va dire qu'ils avaient 2-3 000 shekels par mois, boulot, par an, tout ça, et bien ils dépensaient tout. Et c'était sorties, c'était ses vêtements, ses smartphones dernier cri, et puis ils se marient. Et quand ils se marient, ils n'ont pas des rentrées hallucinantes, c'est normal, c'est un jeune couple. Le mariage coûte cher. Sans parler du mariage. Mais surtout, ils doivent payer tout à coup une location, l'arnona, enfin tous les charges de l'appartement, l'électricité, l'eau, tout ça, l'alimentation. Et tout à coup, il ne reste plus rien pour leur kiff habituel, c'est-à-dire pour leur niveau de vie. En fait, ils ont un niveau de vie pour eux-mêmes, pour dépenser pour eux-mêmes, de quelqu'un qui gagne 30 000 shekels, enfin 20 000 shekels, enfin qui gagne très bien sa vie. Et c'est là que commencent les emprunts en fait. Exactement, mais moi j'ai rencontré des jeunes, un couple de 20 et quelques années, ils avaient 75 000 shekels d'emprunt. Et pourquoi ? Tout simplement pour la raison que j'ai dite. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de dépenser, ils ne sont pas fait trop attention, et puis voilà, puis la banque leur a proposé. On peut s'en sortir dans ce cas-là ? Oui, on peut s'en sortir, mais alors ça va être très difficile, parce que vous allez devoir faire j'aime pas dire des restrictions, mais si, vous allez devoir vraiment réduire votre budget énormément. Pourquoi ? Parce que vous avez un emprunt à rembourser. Et là, c'est très difficile. Pourquoi rentrer donc, dans cette spirale du surendettement quand vous pouvez ne pas rentrer du tout ? Et c'est pour ça que c'est très important de parler aux jeunes et de leur expliquer. Selon un rapport récent, Israël est le pays de l'OCDE qui détient le taux de pauvreté le plus élevé. 1,7 million d'Israéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté selon le rapport annuel sur la pauvreté de l'Assurance nationale d'Israël, le Bitoach Leumi. Comment expliquer ce chiffre ? Est-ce qu'on peut comprendre qu'une des premières conséquences, c'est le découragement à l'Aliyah ? Vous qui avez fait les salons en France, comment c'est perçu du point de vue français ?
je ne sais pas si c'est cette raison-là qui fait que les Olim ont un peu peur de faire leur Aliyah, mais je pense que, parce que ça c'est une donnée qui est du macro, moi je pense que les gens ils font plutôt attention à micro-économie, c'est-à-dire qu'ils vont, ou même, ce que j'appelle la nano-économie, c'est-à-dire que eux, en fait, ils sont intéressés de savoir ce que leurs amis, leur famille qui ont fait la Aliyah leur disent de la Aliyah. Alors peut-être, je ne sais pas, mais il y a des gens pour qui c'est difficile financièrement et donc qui vont peut-être dire à leur famille, oh, vous savez, c'est difficile financièrement. Je ne sais pas, ça pourrait être une raison, parce que je pense que cette donnée-là, je ne sais pas si ça veut dire peut-être quelque chose pour les gens qui réfléchissent à la LIA. Mais par contre, peut-être que oui, en effet, il y a des gens qui réfléchissent à deux fois parce qu'ils ont peut-être de la famille, des amis, qui leur disent que c'est difficile. Mais à ce sujet-là, je voudrais dire quelque chose de très important. J'entends très souvent les Olim, ou les futurs Olim me dire il faut 25 000 shekels pour une famille pour vivre en Israël. Et je crois que ça, c'est un mythe qui est absolument... Enfin, c'est un mythe pour moi parce que c'est pas vrai. Ça veut dire que ça veut rien dire. Il faut 25 000 shekels pour vivre en Israël. C'est d'abord, qui les gagne, d'accord ? On parle de après impôt. Et deux, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut 20 à 25 000 shekels pour une famille de combien d'enfants ? Quel âge ont les enfants ? Où est-ce que la famille habite ? Où est-ce qu'ils mettent leurs enfants à l'école ? Est-ce qu'ils ont une voiture ? Est-ce qu'ils ont deux voitures ? Est-ce qu'ils n'ont pas de voiture ? Toutes ces données-là, elles sont très importantes. C'est le standard européen qui revient à la charge finalement, de vouloir avoir le maximum de confort. Exactement. C'est-à-dire que la question, c'est quoi ? C'est que, le problème, si c'en est un, souvent, les Olim ont envie de dupliquer de leur vie française ou francophone en Israël. Ça veut dire que ils avaient la voiture, il leur faut la voiture. Et parfois même, ils veulent avoir un standard de vie qui est plus élevé. Je m'explique. Je rencontre souvent des Olim qui me disent il me faut 5 pièces. Et je leur dis ah bon, pourquoi vous avez combien d'enfants ? Puis alors, ils me disent mon enfant. Je dis mais vous pouvez peut-être avoir 4 pièces. Pourquoi 5 pièces ? Et c'est très mignon. Ils me disent mais parce que on a envie d'avoir la famille. Quand la famille vient en Israël, on a envie de les accueillir et donc qu'il y ait une pièce pour eux. Mais je dis mais attendez, parfois la différence entre un 4 pièces et un 5 pièces, c'est 1500 shekels par mois. Ça veut dire 18 000 shekels par an. Donc est-ce que vous pouvez louer, je parle dans location, louer un 5 pièces. Donc, encore une fois, vous voyez, alors, parfois les gens me disent ah oui, non, je voudrais un 5 pièces parce que, on est en Israël et puis c'est pas si cher. Et pourquoi ils trouvent que c'est pas si cher ? Parce qu'ils comparent avec la France. Mais encore une fois, et là, c'est ce qui est le plus important, ils savent pas combien ils vont gagner. Et là, je crois qu'on touche à un sujet qui est quand même très, très important, c'est comment on fait un budget quand on ne sait pas combien on va gagner plus tard ? Comment on peut faire des choix, comme des choix dans quelle ville habiter, dans quel quartier, combien de pièces, acheter une voiture ? Comment on peut faire ces choix avant la LIA quand on ne sait pas combien on va gagner ? Alors, moi, ce que je propose aux Olim, c'est d'essayer de faire un budget, quand je les rencontre en France, un budget, ce que j'appelle un budget un peu ric-rac, parce que, encore une fois, ils ne savent pas combien ils vont gagner. Alors peut-être qu'ils vont bien gagner leur vie, formidable, fantastique, mais peut-être pas. Donc, s'ils gagnent très bien leur vie, eh bien, ils pourront tout à fait augmenter, prendre un plus grand appart, enfin ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne gagnent pas autant qu'ils pensent qu'ils vont gagner, là il y a un problème, là il y a un souci. Il est là le souci parfois, c'est parce que on n'a pas trop réfléchi à ces choses-là avant de faire la LIA. On a fait des choix qui ont des implications financières sur notre vie et sans trop savoir combien on allait gagner. Voilà. Vous dites dans les ateliers que vous donnez et les conférences que vous donnez partout, un peu partout en Israël, vous dites surtout que en Israël, on connaît mal nos droits. Que finalement, il y a beaucoup de choses, on passe à côté de beaucoup de choses parce que le français lambda, en effet, qui n'a pas la langue ou qui vient d'arriver en Israël, connaît mal ses droits. Oui, je donne un exemple. J'ai fait je fais des conférences, j'anime des ateliers, et puis j'ai plusieurs exemples, mais je vais en donner un qui est qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je rencontre je parle avec une dame et puis elle me dit que c'est leur 2e année, je crois, en Israël, et puis ils ne gagnent pas beaucoup. Alors je lui dis, vous savez que vous pouvez faire une demande de réduction de Arnona.
taxe d'habitation. Et elle me dit d'accord. Et puis je reçois un petit mot de sa part me disant qu'elle a reçu rétroactivement 5300 shekels. Parce qu'elle a ouvert ce dossier, ils se sont rendus compte qu'en effet, elle avait payé trop d'arnona, quoi, et qu'elle avait droit à une réduction, seulement une réduction, mais en plus, elle a reçu donc rétroactivement 5300 shekels. Donc c'est un exemple, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que les gens, oui, c'est normal qu'un olé n'ait pas au courant de ses droits. Et c'est aussi pour ça que je suis là pour informer les gens sur leurs droits possibles, et puis aussi sur le système, parce que le système en Israël n'est pas le même. Les gens parfois se plaignent, disent c'est difficile, c'est compliqué. Mais ce serait compliqué si vous partiez dans n'importe quel pays. Demain, vous partez en Chine, et le système n'est pas le même qu'en France. Vous partez aux États-Unis, le système ne sera pas le même qu'en France. Il faut connaître le système. Et c'est ce que je fais pendant ces ateliers, c'est-à-dire que j'explique comment marche le système en Israël. Un autre exemple, c'est la sécurité sociale. À partir de 18 ans, si votre fils ou votre fille ne fait pas l'armée, ou pas encore en tout cas, ou s'il est étudiant pour 1 an ou 2, etc., il fait ni l'armée ni le service national, il devra payer la sécurité sociale. Et donc là, les gens ne le savent pas non plus. Donc voilà, il y a énormément d'exemples, je peux en donner beaucoup, mais enfin, voilà, l'idée c'est il faut connaître ses droits et le système. Vous dites aussi par ailleurs qu'il ne faut pas qu'on ait peur des chiffres. On a en général très peur de voir son compte en banque, surtout au début du mois quand on sait qu'il y a tout qui va tomber. Oui, alors ça, c'est la peur des chiffres. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'en Israël, c'est un peu plus marqué, peut-être parce que les francophones, au départ, ne comprennent pas très bien l'hébreu. Donc ils ont non seulement peur, mais en plus, comme ils ne comprennent pas, c'est une double peur. C'est-à-dire que quand vous voyez les chiffres, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais en plus de ça, quand on n'a pas la compréhension de la langue, c'est une grande angoisse. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les gens ont des difficultés. Quelqu'un m'avait dit un jour, y a apparemment beaucoup d'Olim qui n'arrivent pas, qui ont des problèmes, qui deviennent interdits bancaires parce que leur mashkenta, leur prêt immobilier, le paiement de prêt immobilier est refusé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suivi leur compte. Et donc, ça va très très vite. Quand plusieurs fois le paiement est refusé, on peut devenir assez rapidement interdit bancaire. Et parfois l'argent est même sur un autre compte. Mais si nous on n'a pas appelé pour dire, on n'a pas contacté la banque, on n'a pas fait le virement nous-mêmes pour avoir de l'argent sur le compte où tombe la mashkenta, on risque. On peut devenir interdit bancaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qui se passe sur notre compte. Et puis, c'est vrai que les gens ont peur des chiffres, mais bon, il y a des gens qui ont du mal à gérer leur budget en France et ils auront du mal à gérer leur budget en Israël, tout simplement parce qu'ils ont peur des chiffres et ils ont toujours peur des chiffres ou ils n'aiment pas trop s'en occuper. Mais il y a des gens pour qui c'est difficile ici parce qu'il y a le problème de la compréhension en plus. Comment on commence son budget prévisionnel en quelques mots, on va dire rapidement, parce que c'est sûr qu'il faut s'asseoir, il faut voir tous les détails. Mais par quoi on commence quand on gère un budget prévisionnel ? C'est-à-dire quand on est en France. En Israël. Un budget tout simple quoi, en Israël. Par quoi ? D'abord, il faut tout rentrer dans un tableau des dépenses. C'est la première chose à faire pour avoir une idée de ce qu'on dépense, mais dans chacune des catégories budgétaires. C'est-à-dire, il faut avoir les chiffres en tête. Parfois, je demande aux gens combien vous dépensez en alimentation par mois. C'est quoi votre budget alimentation par mois ? Ils n'ont aucune idée. Je leur demande combien vous dépensez en vêtements pour votre petite famille. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont aucune idée. Donc, en fait, je leur dis déjà, rentrez tout dans un tableau et ensuite, donc, essayez d'analyser votre tableau. Savoir si ce tableau, les résultats que vous voyez dans le tableau, ça correspond à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que, je ne sais pas moi, vous avez toujours envie de partir en vacances, vous n'allez pas partir en vacances, mais peut-être que vous pourrez réduire votre budget, je ne sais pas moi, alimentation, dépenser moins en junk food, je ne sais pas. Et puis, l'argent que vous avez économisé dans ce poste, le virer sur un compte qui, à la fin de l'année, vous permettra de partir en vacances. C'est le but de gérer un budget, c'est pas de se restreindre. Se responsabiliser. C'est responsabiliser et atteindre ses objectifs. C'est ça en fait, parce que c'est réaliser ses rêves. C'est pouvoir se dire que oui, il y a des choses que je peux faire, que je ne peux pas faire. C'est être face
à sa réalité. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, parce que bon, je coach des gens, donc m'a dit, mais moi je voudrais tout. Je me dis, ah oui, il y a plein de gens qui veulent tout, mais non, je veux ça, et je veux ci, et je veux ça. Je dis, mais il faut connaître sa réalité. Est-ce qu'elle peut tout? Alors, si elle gagnait 50 000 shekels, alors peut-être que oui, elle aurait pu s'offrir presque tout ce qu'elle voulait. Mais comme elle en gagnait que, elle avait des revenus de 9 000, avec ces revenus de 9 000, il y avait pas mal de choses qu'elle pouvait faire, mais pas mal de choses qu'elle ne pouvait pas faire non plus. Et il fallait qu'elle décide ce qui était plus important pour elle et moins important pour elle. C'est une question de priorité. Valérie Alphand, deux dernières questions. On sait que l'immobilier est très élevé en Israël, il est de plus en plus difficile d'acheter. Est-ce que c'est un rêve impossible d'acheter en Israël? Alors, ça, c'est complètement lié à ce que je viens de dire, parce qu'en fait, quand on dit pour réaliser ses rêves, eh bien, oui, un des rêves, ça peut être tout à fait l'immobilier. Et les gens, parfois, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas acheter, mais s'ils mettaient de l'argent de côté, peut-être que ce serait possible. Maintenant, il faut aussi avoir un certain apport. Et quand il n'y a pas d'apport, alors là, c'est vrai que je ne dis pas que c'est pas impossible, mais c'est un peu difficile si on n'a pas d'apport. Non, je voudrais à propos raconter cette histoire. Une fois, j'avais rencontré un jeune homme qui avait 31 ans et qui travaillait depuis 10 ans. Et il vivait chez sa mère. Et tous les mois, il gagnait 5 000 shekels. Ça faisait 10 ans qu'il gagnait 5 000 shekels par mois. Et il me dit, mais voilà, ma copine m'a lâché, elle dit je suis pas responsable, etc., etc. Et financièrement, elle me dit que voilà, je suis pas quelqu'un de responsable, et donc elle m'a quittée. Je lui dis, ok, combien vous avez d'argent à la banque? Enfin, sa copine, enfin, je veux dire, moi personnellement, j'ai rien à dire là-dessus, mais je voulais comprendre un petit peu ce qui lui était arrivé à ce jeune homme. Et donc, il me dit qu'il a moins 20 000 shekels ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, moins quelque chose sur son compte. Alors je lui dis, ah bon? Je dis, mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait, tu n'as aucune charge. Il vivait chez sa mère, il ne donnait pas d'argent à sa mère. Il était nourri, logé, blanchi. Il mangeait à la maison, etc., etc. Mais si tu avais dépensé par mois 1000 shekels pour toi-même et tu avais mis 4000 shekels de côté, aujourd'hui, tu aurais près de 1,5 million de shekels. Wow. Parce que 4000 x 12 x 10. C'est vraiment une question de priorité et de savoir ce qu'on veut et de savoir quel objectif on veut atteindre. On pourrait encore parler des heures finalement parce que vous avez rendu le sujet du budget très passionnant. Merci. Encore une dernière question. On allume ce soir la deuxième bougie de Hanouka. C'est l'heure des cadeaux annuels. Voilà, on réunit toute la famille, on gâte les enfants. Quelles sont les précautions à prendre justement pour ne pas faire des excès à ce moment-là, sachant qu'au niveau des commerces, partout en France comme en Israël, on a tendance à consommer à cette période-là de l'année? Alors, c'est une très bonne question, parce que justement, je donnais aussi des conférences sur ce sujet. Les enfants et l'argent, c'est vraiment... de quoi un enfant a besoin matériellement? C'est une question qui est passionnante. Mais je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser, tous les parents en tout cas devraient se poser cette question. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir gâter nos enfants. On veut tout leur donner. Très souvent, des parents me disent « Moi, je vais tout donner à mes enfants. » Mais tout donner à ses enfants, est-ce que c'est bien ? D'après moi, c'est pas un cadeau qu'on fait à nos enfants de tout leur donner, parce qu'on risque d'en faire des enfants blasés, des enfants qui sont pas toujours capables de dire merci. D'ailleurs, j'ai une histoire sur ce sujet, mais je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors je la raconterai une autre fois. Mais alors maintenant, quand il s'agit de Hanouka, pourquoi pas quand c'est quelque chose d'exceptionnel, et quand c'est une fois de temps en temps, et quand c'est pour marquer le coup de quelque chose d'important. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien dépenser, il faut vivre avec rien. Non, mais si c'est fait d'une manière mesurée, réfléchie, s'il y a un but derrière, si on dit mais c'est pour rendre la fête de Hanouka plus belle pour nos enfants, bien sûr. Pas dans l'excès, mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a pas de... Encore une fois, c'est pas tout ou rien. Et c'est chacun avec ce qu'il a envie de donner, avec ses moyens et avec ce qu'il habitue ses enfants d'habitude. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve que c'est pourquoi pas. Mais encore une fois, pas tomber dans l'excès.
Valérie Alphon, merci infiniment. On vous retrouve sur Facebook. Vous tapez Valérie Alphon avec un H, Oui. H-A-L-F-O-N, C'est un ciel avec un bleu. petit ciel bleu en photo de profil. Voilà. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Merci. Hanouka. À vous Et à aussi. très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tsomet 67. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pendant une demi-heure. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur le site de Radio Judaïka Strasbourg. Voilà, libre à vous. Merci beaucoup. Hanouka Sameach à tous. Très bonne fête.